Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Marie Moisan, je travaille pour l'association Claire, qui est une association de protection de l'environnement qui fédère un peu plus de 200 professionnels partout en France qui agissent sur la maîtrise de l'énergie, la promotion des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique. Et donc dans ce cadre, Claire anime un certain nombre de programmes, de dispositifs ou de projets en lien avec la précarité énergétique, dont le réseau Rappel, réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement, qui rassemble presque 1000 personnes. C'est des personnes vraiment, c'est pas nécessairement des structures, qui travaillent sur la précarité énergétique sur le terrain et qui échangent. Voilà, on leur fournit des outils et des espaces d'échange pour pouvoir mutualiser des expériences et avoir de l'information. On a aussi participé à l'Observatoire national de la précarité énergétique, modestement. On a coordonné le projet européen Achieve, dignement représenté aujourd'hui par Croix-Rouge Insertion et DMI, qui l'a déployé sur le territoire de Plaine Commune. Et puis on coordonne le programme national SLIM, qui est un programme de financement en fait, de lutte contre la précarité énergétique pour les collectivités locales, issu directement justement de ce projet européen Achieve. Alors ça va être... je vais brosser rapidement parce qu'on n'est pas en avance, et assez large, les différents types de solutions, d'actions qui sont mises en place à divers niveaux sur les territoires en France. C'est les grandes typologies d'actions en gros sur lesquelles on peut intervenir, et puis revenir rapidement derrière sur le SLIM, et puis peut-être des petites nouveautés liées justement à la loi de transition énergétique, ce genre de choses en lien direct avec ce programme. Voilà. Alors, juste pour revenir, c'est vrai que on a déjà brossé tout ça, mais pour rappeler qu'effectivement, le prix de l'énergie va augmenter, et dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, on peut même parfois souhaiter que le prix de l'énergie augmente. C'est une manière intéressante d'agir sur les consommations d'énergie. Ceci étant, c'est sûr qu'on passera sûrement par ce facteur prix pour diminuer les consommations d'énergie en France et au niveau mondial. Il est important de ne pas laisser les plus modestes sur le bord du chemin. On peut augmenter le prix des énergies si jamais on améliore sensiblement l'efficacité énergétique des équipements, du bâtiment et en particulier des ménages, de ceux des ménages les plus modestes. Alors, quelles sont les actions qu'on peut déployer sur le terrain à court et moyen terme? Je vais aller directement dans le vif du sujet. Détecter et accompagner les ménages. Donc, pour ce faire, il y a un très fort besoin d'animation locale. Les ménages ne se considèrent pas eux-mêmes en précarité énergétique. Souvent, c'est quand même vécu comme une situation... ils se sentent souvent responsables, donc ils ne vont pas nécessairement chercher toujours l'aide en lien avec ces problématiques énergétiques. C'est pourquoi on pense, et ça se prouve quand même petit à petit, que les visites au domicile des ménages pour qualifier la situation du ménage, de sa situation sociale dans son logement, est indispensable pour traiter les situations et aider les ménages à s'en sortir. Et il y a une forte nécessité de structurer ça par un portage territorial fort et par une collectivité locale qui serait chef de file pour éviter, déjà pour organiser un peu les choses, et puis pour éviter des concurrences aussi territoriales qui existent de plus en plus dans un contexte de baisse budgétaire globale pour toutes les structures. La première chose à faire, évidemment, c'est d'informer et de sensibiliser les ménages pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aussi reprendre la main sur, alors parfois modestement, mais sur leur consommation d'énergie, sur la manière dont ils utilisent l'énergie dans leur logement, à modifier certains comportements quand ils peuvent être modifiés, parce qu'il y a quand même un certain nombre de ménages qui sont déjà à consommation minimale, et puis aussi à s'informer sur la manière dont ils peuvent aussi se saisir d'un certain nombre de dispositifs qui existeraient sur le territoire. On peut se dire que tous les ménages n'ont pas vocation à être complètement passifs, il ne faut pas nécessairement toujours aller les chercher. En apportant de l'information, ils peuvent aussi se saisir d'un certain nombre de choses. Alors cette information, elle peut être fournie sous une grande variété de formes, des ateliers collectifs qui fonctionnent plutôt bien quand il y a des associations très localement ancrées qui peuvent mobiliser les participants, des guides, des plaquettes, des affiches, des spectacles. Il y a un certain nombre d'endroits où il y a eu des spectacles qui ont été organisés. Les appartements pédagogiques ou les logements témoins fonctionnent aussi très bien quand... il y a un partage des locaux. En fait, j'ai en tête un appartement pédagogique dans le Vaucluse qui fonctionne extrêmement bien, qui est porté par l'association Écopole Énergie, qui l'a monté, mais qui en a fait un outil d'animation territoriale. Les acteurs locaux, les autres associations peuvent utiliser gratuitement l'espace en contrepartie d'intégrer un peu la thématique énergétique dans l'événement qu'ils vont organiser localement. Et du coup, il n'y a pas de problème d'animation, parce que ça peut coûter assez cher quand même, ce genre
de dispositifs en termes d'animation, parce que voilà, il y a plein d'animateurs différents et c'est devenu un espèce de centre d'activité locale autour de l'énergie, mais pas que, qui bouge un peu dans la ville de temps en temps. Les plaquettes, évidemment, donc j'ai mis un certain nombre d'exemples de plaquettes qui existent. Hein? Ah, pardon. La DIL 26 a décliné par exemple des plaquettes d'information autour de l'énergie dans plusieurs langues. C'était dans le cadre d'un projet d'accueil de travailleurs migrants, enfin de familles qui venaient s'installer dans la région. Des affiches qui sont réalisées par les participants, des plaquettes qui existent avec ou sans texte, donc ça dépend évidemment de la population qui est ciblée sur le territoire. Mais en tout cas, c'est un premier pas pour sensibiliser les personnes à ces thématiques autour de l'énergie. Savoir qu'aussi, il faut adapter le discours et la présentation de ces différents outils. Le pacte, alors c'est plus pacte maintenant, c'est Solia 22 qui a déployé aussi un bus itinérant qui s'appelle Au Bon Logement. Alors, c'est un territoire assez rural, donc ils vont dans les villages, sur les places de mairie, ce genre de choses, mais ils vont aussi sur les parkings des supermarchés. Voilà. L'idée, c'est d'aller au-devant des personnes pour leur apporter de l'information sur l'énergie, ce qu'ils peuvent faire chez eux, les dispositifs qui existent, comment ils peuvent s'en saisir. Il y a évidemment l'accompagnement des ménages par des volontaires, il y a les médiataires d'unicité qui quand même brossent plus largement que la simple précarité énergétique. C'est de la sensibilisation. Par contre, on ne peut pas parler d'accompagnement vraiment sur le long terme sur ces thématiques-là. Alors, il y a un certain nombre de limites quand même liées à ces approches, c'est que c'est assez difficile de mobiliser les participants, c'est pas possible de quantifier l'impact de ces actions, parce qu'on n'a pas vraiment de retour là-dessus. C'est un gros investissement en temps de la part des professionnels. Et puis, il y a souvent la barrière de la langue ou bien l'illettrisme, d'où l'intérêt de réfléchir à la manière dont on veut présenter l'information aux ménages. Autre catégorie de personnes qu'il est important de sensibiliser, ce sont effectivement les intervenants sociaux, parce qu'on ne peut pas travailler sur la précarité énergétique avec les ménages sans travailler avec ces intervenants sociaux. Je vous ai mis un certain nombre de guides qui existent ou de formations. Alors la formation de l'ADEME, c'était une formation 2 jours de formation plus un retour technique, une journée quelques mois plus tard. Elle n'a pas super bien fonctionné et c'est assez dommage. Il y avait l'objectif de former 30 000 travailleurs sociaux. Ah oui. Bah, vous êtes une exception parce que ça n'a pas très bien fonctionné ailleurs. C'est bien, c'est que elle a été un peu utilisée, c'est possible. Oh. Oui. Et tous les intervenants sociaux, je n'ai pas parlé de travailleurs sociaux ou d'assistants sociaux, c'est les assistants sociaux, les conseillers en éducation sociale et familiale, et puis aussi ce qu'on appelle maintenant les TISF, les techniciens d'intervention sociale et familiale, qui sont les personnes qui vont au domicile des ménages pour le ménage ou tous les intervenants à domicile. Toutes ces personnes-là, on peut se dire que ça... Alors, les former, c'est beaucoup dire, les sensibiliser à la problématique pour qu'ils aient le réflexe de se tourner après vers l'ALEC ou peu importe la structure qui pourra piloter la prise en charge des situations, qu'ils aient un certain nombre de repères. Tiens, il y a de la moisissure dans le logement, tiens, il fait froid, tiens, il y a un chauffage d'appoint. C'est qu'il y a un problème, il y a l'énergie, je ne vais pas moi-même traiter le problème, mais je peux le signaler, enfin le signaler c'est pas un bon terme quand on parle d'action sociale, mais voilà, orienter le ménage vers un autre acteur qui pourra prendre en charge ces problématiques liées à l'énergie. Autre type d'action que vous connaissez sans doute, mais qui s'est beaucoup développé, ce sont les actions sur les équipements domestiques, les petits équipements économes en eau et en énergie dont on a beaucoup entendu parler. Elles sont souvent menées par des collectivités locales, parfois elles prennent en compte le développement durable dans sa globalité, c'est-à-dire déchets plus transport en plus de l'énergie. Ce sont des petits équipements qui peuvent être distribués en stand ou bien lors d'ateliers, ou également lors de visites à domicile, et je reviendrai un petit peu dessus derrière. Les baisses quand même peuvent être assez sensibles, notamment sur l'eau. L'intérêt de travailler sur l'eau avec ces petits équipements, c'est que l'eau c'est quelque chose qu'on voit, c'est un fluide qui est palpable, et donc on peut faire un parallèle avec l'énergie. C'est assez facile de porter un discours sur l'énergie quand on utilise ces petits équipements chez les ménages. Et puis accessoirement, il y a une vraie amélioration du confort si jamais la palette des petits équipements installés est suffisamment large pour répondre aux situations et qu'on aide le ménage à l'installer, qu'on ne le laisse pas nécessairement
un package tout fait, ce ne sera sûrement pas installé ou ce genre de choses. Et puis une baisse sur les factures d'énergie aussi et d'eau qui peut être assez notable, notamment la première année. Autre typologie d'action à intégrer. Alors toutes les actions que je présente, elles sont toutes effectivement dans le rapport l'Apostolet de Quérault lié au Grenelle de l'environnement. C'est des actions, ça paraît compliqué d'en faire une sans l'autre en fait. C'est un package quoi. C'est tout en parallèle et c'est comme ça que les choses marcheront vraiment bien en fait. Une solution intermédiaire pour améliorer vraiment le confort thermique des ménages, c'est ce qu'on appelle les fonds sociaux d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie, qui sont d'ailleurs soutenus en partie financièrement par la région, si jamais il y en a qui sont mis en place par les conseils départementaux. C'est 20% du budget qui est rajouté, il me semble, par le conseil régional, 20% à peu près, grosso modo. Jusqu'à 20%, dans la limite de 50 000 euros. C'est 250 000 euros au global, 500 euros par ménage. D'accord. Et voilà. Par an. D'accord. Ces fonds sociaux des travaux, en fait, c'est vraiment un intermédiaire entre les petits équipements très légers qui permettent de porter un discours chez les occupants autour de la maîtrise de l'énergie, et puis les travaux lourds de rénovation. Ils existent, alors c'est fluctuant, il y en a une quinzaine qui existent en France, c'est sur une base quand même volontaire des conseils départementaux. Ils sont en général adossés au PDA LPD, PDA LH LPD maintenant. Et alors ça concerne, en général les enveloppes vont de 500 à 3000 euros par ménage qui solliciterait, souvent c'est une sollicitation du Fonds de solidarité logement pour payer une facture d'énergie qui entraîne une visite à domicile et derrière on voit si jamais le ménage peut bénéficier d'une petite enveloppe de ce fonds, de ces SATME. Donc des petites réparations, des carreaux cassés, des fuites d'eau, l'achat de nouveaux équipements plus performants parce que les anciens sont tombés en panne, ou bien des travaux plus importants aussi parfois, des mises en sécurité électrique, l'isolation des parois opaques ou bien des combles perdus ou des vitres, des réfections de toiture. Et en général, ce sont des techniciens d'associations de l'énergie ou de l'amélioration d'habitat qui interviennent dans les logements pour réaliser ces petits travaux. Mais c'est vraiment un niveau d'intervention intermédiaire qui permet d'améliorer le confort en attendant peut-être des gros travaux si jamais ils peuvent avoir lieu, mais qui apporte quand même un vrai confort thermique aux occupants. Un des enjeux, c'est effectivement de généraliser ces fonds, parce que si jamais votre ménage, le ménage chez qui vous allez, vous installez des petits équipements, mais il ne peut pas bénéficier dans l'immédiat de gros travaux de rénovation, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là en attendant un grand plan de rénovation qui va concerner leur logement à eux. C'est assez compliqué de leur dire désolé, il n'y a rien pour vous. Donc ces petits fonds permettent quand même de débloquer des enveloppes qui vont permettre de faire des vraies choses au-delà des équipements et d'améliorer un peu. Alors, autre solution qui est assez peu exploitée encore en France, c'est l'autoréhabilitation accompagnée. L'autoréhabilitation accompagnée, à la base, dans le domaine locatif, c'était surtout les travaux d'entretien qui revenaient aux locataires. Mais les associations d'autoréhabilitation accompagnée se sont quand même beaucoup intéressées aux problématiques liées à la précarité énergétique et proposent maintenant des chantiers pour les locataires et surtout pour les propriétaires qui interviennent sur la précarité énergétique. Ce sont effectivement des chantiers qui permettent aussi de clarifier les relations avec le bailleur, qui intègrent des questions de médiation qui sont très importantes. Quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, qui sont accompagnés ou non. En ce moment, il y a un certain nombre d'expérimentations en France. Alors, il y a les compagnons bâtisseurs qui sont très connus, qui ont des techniciens qui encadrent les chantiers. Mais il y a une association qui s'appelle Pôle Énergie, qui est située... Pôle Énergie, ils sont où ? Dans l'Ardèche, merci. Qui a eu un financement pour faire une expérimentation. Eux, ils mettent en lien un artisan et des familles. Et en gros, la famille est embauchée par l'artisan pour devenir main-d'œuvre dans son propre logement. Et ça fonctionne assez bien. Il y a des questions de responsabilité, de garantie qui sont en jeu en ce moment, mais des courtiers en assurance travaillent dessus. Et ils ont été assez surpris quand ils ont passé un appel à candidature auprès des familles dans la newsletter d'être inondés de demandes de familles qui voulaient participer au programme. Donc les gens ont aussi, en même temps, voilà, quand on leur proposait, ils ont envie de faire par eux-mêmes. Donc il y a des choses à innover, à inventer là-dessus. Il y avait aussi la ville de Villeneuve-d'Ascq, j'ai mis ça en bas, qui proposait une aide
financière pour l'achat d'isolants pour la toiture, qui était posée par le ménage lui-même, et la condition c'était qu'il participe à une formation de 2 ou 3 jours qui traitait de l'isolation et de comment poser sa laine de verre dans son grenier ou ce genre de choses, mais pas que, qui traitait plus largement des questions de l'énergie, au confort chez soi et tout. Donc voilà, il y a des choses aussi à inventer autour de l'autoréhabilitation accompagnée, qui est une solution quand même intéressante et assez peu investiguée pour le moment. Alors, On en a ici. vous en avez ici. Bon, bah, c'est super. Je ne sais pas si jamais ça traite de la précarité énergétique, mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller solliciter les acteurs de l'autoréhabilitation accompagnée. Il y a quelqu'un des compagnons bâtisseurs dans la salle? A priori, non. Okay. Et d'ailleurs, les compagnons bâtisseurs sont très volontaires pour former d'autres associations, d'autres structures, pour qu'elles-mêmes deviennent encadrantes. Elles ne sont pas dans une logique de précaré. Elles se disent que plus il y aura de structures qui peuvent travailler sur l'autoréhabilitation, et plus l'autoréhabilitation va se démocratiser et devenir quelque chose d'un peu plus utilisé. Donc c'est vrai qu'ils sont dans une démarche d'essaimage qui est vraiment intéressante. Ça, c'est juste pour rappeler qu'effectivement, le grand enjeu de la précarité énergétique, et on espère que la loi de transition énergétique va y répondre en partie, c'est la rénovation des logements français qui sont globalement assez mauvais au niveau thermique. Il y a 6 millions de logements qui sont construits avant 1964 qui sont très énergivores, qui sont ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Et il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de ménages modestes qui vivent dedans, en maison individuelle ou en logement collectif. Les questions à se poser, c'est effectivement, mais ça c'est pas vraiment encore, enfin c'est ressort des politiques nationales. Quels seront les outils et les taux de financement public liés à ces 250 000 rénovations qui concernent des parents, qui vont concerner des ménages modestes? Et puis quels vont être les critères d'octroi des aides? C'est vrai qu'on peut se dire que c'est important de donner des aides quand la performance énergétique atteinte pour les rénovations est très importante, et aussi de coupler ça avec un critère social fort. Alors le programme était mieux, je ne vais peut-être pas revenir dessus parce que je pense que vous le connaissez. Les acteurs, ça c'est... Non, et puis on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle là. Du coup, il n'y a plus rien pour la précarité énergétique. Voilà, ça c'était pour revenir un peu sur les différents niveaux dans le déploiement en gros d'une stratégie de lutte contre la précarité au niveau local. D'abord un diagnostic de territoire, quels sont les acteurs présents, quels sont les nombres de ménages présents. Il y a les outils de cartographie qui se sont beaucoup développés. Alors en soi, on ne peut pas se dire qu'un outil de cartographie va permettre d'identifier la précarité énergétique et d'aller à l'endroit exact, d'aller sonner à toutes les portes. On n'ira jamais à l'échelle du logement et quelque part c'est tant mieux, parce qu'il y a des histoires de vie privée et de confidentialité des données là-dedans. La cartographie, c'est un outil très intéressant pour convaincre les élus, pour lui montrer qu'il y a des poches de précarité énergétique sur son territoire. Et puis c'est aussi un outil très intéressant pour mobiliser les bons acteurs sur les bons endroits du territoire. Si jamais vous savez que vous avez un endroit où il y a surtout des personnes âgées qui sont concernées par la précarité énergétique, et ben peut-être qu'il va falloir davantage essayer de trouver comme relais là-bas, comme donneurs d'alerte, on les appelle des donneurs d'alerte, des structures qui travaillent avec des populations concernées par le vieillissement. Au contraire, si c'est beaucoup des populations issues de l'immigration, travailler avec des associations qui travaillent avec les populations issues de l'immigration. Donc c'est à ça que peut vraiment servir la cartographie. Ensuite, mobiliser les acteurs du territoire, très important, ces donneurs d'alerte, les intervenants sociaux, les intervenants du logement, tout le tissu associatif, repérer, identifier les ménages. Alors, l'identification des ménages va peut-être devenir plus facile parce que, justement, il y a ces C2E qui vont être liés à la précarité énergétique et les obligés, donc les fournisseurs d'énergie, de carburant, vont avoir un objectif de C2E qui va être assez important sur la précarité énergétique, 230 TWh, on estime que ça correspond à entre 400 et 500 millions d'euros investis sur la précarité énergétique à travers les C2E. Et donc du coup, il y a fort à parier que quand même, on va beaucoup plus facilement identifier les ménages en précarité énergétique, puisque derrière, il va y avoir des obligations fortes et des enjeux financiers importants. Donc peut-être que l'identification des ménages va être davantage facilité par aussi cette nouvelle obligation de C2E. Des ménages qu'on n'identifie pas jusqu'à présent, c'est-à-dire surtout les propriétaires occupants. En fait, les locataires, peut-être qu'ils sont plus facilement identifiés parce qu'on fait plus facilement appel au FSL ou ce genre de choses pour les locataires.
Ensuite, évaluer, qualifier la situation et orienter. Ça, c'est les axes importants dans ce qu'on appelle le programme SLIM et les visites à domicile, diagnostic socio-technique. Et puis agir et accompagner, effectivement, ça implique une forte coordination locale qui doit être assurée, qui doit être pilotée en tout cas par les collectivités locales pour que chacun trouve sa place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, pour revenir rapidement sur le programme SLIM, alors ça, c'est un graphique qui vient de Marie-Christine Zellem et Christophe Bellet, qui sont deux sociologues qui ont inventé, en gros, le concept de SLIM. Même pas en gros, ils l'ont inventé complètement. L'idée, c'est d'avoir un dispositif avec plusieurs niveaux d'intervention et plusieurs urgences d'intervention. Une intervention d'urgence dès qu'un ménage est identifié comme ayant des problèmes avec l'énergie, pour aller chez lui faire cette visite à domicile, installer des petits équipements, faire un diagnostic de la situation. Et puis ensuite, si jamais on a un fonds d'aide aux travaux disponible sur le territoire et que la situation nécessite une intervention plutôt légère en termes de travaux, mobiliser le fonds d'aide aux travaux, et puis si jamais il y a des travaux plus lourds à faire, essayer de mobiliser les 40 000 sources de financement différentes pour monter un dossier de travaux chez le ménage. Et donc, juste pour revenir sur ce programme, donc, il y a l'architecture d'un SLIM, nous on appelle ça un SLIM, c'est des plateformes, ça peut avoir des noms différents, qui sont l'articulation des donneurs d'alerte, les sensibiliser, faire en sorte qu'on ait un réseau d'acteurs mobilisés sur le terrain qui puissent orienter les ménages vers un acteur qui va faire des visites à domicile, un animateur aussi. Le deuxième niveau, c'est la réalisation des visites à domicile avec installation de petits équipements. Et le troisième niveau, c'est l'animation et la coordination des acteurs qui vont pouvoir apporter des réponses sur le plus long terme à ces ménages. Donc travaux, médiation, gestion du budget, relogement, changement des équipements, octroi d'aide dont le ménage ne bénéficie pas encore alors qu'il est ayant droit, ce genre de choses. Ça, c'est les SLIM. Et puis à côté de ça, il y a le programme SLIM que le CLER coordonne et qui permet en gros, si jamais le dispositif local met en place ces trois niveaux d'intervention, donneur d'alerte, visite à domicile et orientation des ménages, d'avoir du financement. Et l'obligation C2E, précarité énergétique, va rendre encore plus intéressante, je pense, au niveau financier, la mise en place d'un SLIM, ou quel que soit son nom, parce qu'on ne dit pas que le dispositif mis en place localement doit s'appeler un SLIM. Nous, on a donné un nom à notre dispositif de financement, en gros. Mais effectivement, ça va, les C2E, précarité énergétique, ils vont valoir 3 à 4 fois plus cher sur le marché des C2E. Donc ça va devenir vraiment intéressant de mettre en place un tel programme et de rentrer dans le programme national C2E Slim, puisque c'est du financement du temps de travail, c'est du financement de la communication. Voilà. C'était juste pour rappeler ce que c'était que ce Slim. C'est vraiment un outil le programme Slim du CLER est un outil de financement, de cofinancement en gros des dispositifs, des plateformes de lutte contre la précarité énergétique. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop longue, merci beaucoup. Je suis venue avec Komi Ali, qui représente aussi Solia de l'Est parisien et qui est un des comparses de cette bande folle. Et je suis venue également accompagnée de Tony Ferreira, qui est ingénieur à l'Agence de l'énergie du Val-de-Marne, qui est adossé au CAUE et qui est une structure que le Conseil départemental du Val-de-Marne a aidé à construire il y a quelques années déjà. Et je suis ravie de pouvoir vous dire que dans la salle, il y a d'autres collègues et partenaires sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Donc sans plus attendre, si j'y arrive avec cette petite souris... Ouais, j'arrive pas à voir où c'est le bazar, parce que je sais pas où j'ai la main. Attends. Ouais, je vais le mettre là-dessus. Et voilà, on y arrive. Donc la question rapidement qui était de pourquoi est-ce que un conseil départemental va s'engager vers une telle plateforme, c'est juste de vous rappeler que pour nous, ce projet s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste, puisque le plan climat-énergie territorial du département a pour un des 5 enjeux donc la lutte contre la précarité énergétique. Et donc ça, c'est une volonté très forte de notre exécutif départemental, et que ce plan climat s'est construit
lentement, progressivement, pour intégrer l'ensemble de ces dimensions et pour impliquer l'ensemble des collègues des différentes directions. Et c'est tout à fait important de le situer ici. Le département du Val-de-Marne a aussi construit un plan départemental de lutte contre la précarité énergétique, dans lequel figure un volet important de formation des acteurs à l'interne, des travailleurs médico-sociaux du conseil départemental, mais également un plan de formation et de sensibilisation des partenaires des territoires. Et nous avons la chance d'avoir, vous avez tout à l'heure a été cité le programme du CNFPT et de l'ADEME, donc Tony Ferreira ici présent, et l'ingénieur conseil qui a monté cette formation pour le CNFPT. Donc c'est tout bénéfice pour nous, puisque nous avons la chance de l'avoir avec nous. Pour faire ce travail, nous avons fait, nous, un diagnostic territorial de la précarité énergétique. Et comme l'a si bien dit en particulier Marie, il n'y a pas de données vraiment facilement accessibles. Donc, l'étude, je vous la mettrai en pièce jointe. Je donnerai ça à Aminata de façon à ce que vous puissiez la consulter et on pourra répondre à toutes vos questions de méthodologie et de savoir-faire. Et l'idée, c'était aussi, il s'agit pour nous d'une volonté extrêmement partagée, donc de construire cette plateforme que nous appelons la PRET. C'est pas très très joli, mais on n'a pas forcément trouvé mieux. Et l'idée, c'est aussi d'adosser cette plateforme à tous les dispositifs existants et de pouvoir en faire quelque chose qui soit viable. Et par les temps qui courent, ce n'est pas peu de le dire. Puisque l'objectif final, c'est bien d'aller vers la transition énergétique et d'y aller d'une façon cohérente et pertinente. Décidément, je ferais mieux de ne pas trop toucher cette souris. Où est la main, Satanas? Ah ben, ça va tout seul. J'ai pas de clavier. Ah oui, je veux bien, merci pour le clavier. Donc, la plateforme, c'est quoi? C'est tout ce que Marie vous a décrit dans le SLIM, auquel on rajoute le suivi et l'évaluation et la mesure des effets produits pour les ménages au bout d'une, deux, voire idéalement 3 saisons de chauffe. Et l'idée, c'est aussi d'évaluer la gouvernance du dispositif, puisque je vous disais un peu en boutade qu'il s'agit de l'Himalaya, mais en fait, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à construire, et que ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir évaluer la manière dont on s'y est pris, de façon à ce que notre expérience puisse servir à d'autres, et que l'expérience portée par le conseil départemental, elle est tout à fait opportune au jour d'aujourd'hui, mais la loi NOTRe et la loi, moi je l'appelle TNCV, mais c'est pas mal ce que disait Sandrine. Ce cadre réglementaire impacte directement les actions qui peuvent être portées par les conseils départementaux, entre autres. Et donc l'idée qui préside à la réalisation de cette plateforme, c'est de dire il nous est absolument indispensable de faire quelque chose pour les ménages val-de-marnais, mais il est aussi tout à fait indispensable que notre expérience puisse profiter à d'autres, quel que soit l'avenir de la collectivité. Donc, on l'a développé, comme je l'ai dit, avec les partenaires présents. Dans une première phase, nous allons l'expérimenter sur 3 territoires qui ont été impliqués complètement dans la construction du projet, également en amont. Et il faut savoir que d'ores et déjà, d'autres territoires toquent à la porte et d'autres communes pour pouvoir bénéficier de cette expérimentation. Mais vous comprendrez dans le déroulé de l'action que pour l'instant, nous nous cantonnons vraiment à ces 3 territoires pour voir effectivement ce qui se passe avant de l'étendre plus avant. Donc, l'étude, j'en ai parlé, puis ce que je vous propose, c'est effectivement de vous la faire parvenir de façon à ce que... je sais pas, à mon avis, je suis trop loin. Ah, ça y est. Je suis allée trop vite. Non, c'est tout bon. Donc, la plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez devant les yeux. C'est aussi un mécanisme et un rouage assez complexe, avec au centre donc, cette équipe projet. Avec pour que ça marche, il faut des sous. Donc, nous avons des outils financiers. Nous avons assez peu... comment dire, nous nous adossons à un nombre important de dispositifs existants, puisque Marie disait joliment 40 000 sources de financement. En effet, l'idée de la plateforme, c'est de bien faciliter l'accès des ménages
à une réponse adaptée aux besoins qu'ils ont, soit en matière de lutte contre la précarité énergétique, soit en matière de rénovation énergétique de leurs biens. Donc quand on dit faciliter des ménages, le parti pris du conseil départemental, ça a été aussi de mettre de l'humain face à l'humain. C'est-à-dire que si on considère que des ménages en précarité énergétique, ce sont des ménages en difficulté par ailleurs ou des ménages modestes ou très modestes, on peut poser l'hypothèse qu'il sera plus facile pour ces ménages d'accepter l'idée d'avoir quelqu'un en face d'eux qui leur explique ce qui peut être facile à faire pour eux. Et c'est complètement le parti pris du conseil départemental. Donc ça aussi, il faudra l'évaluer compte tenu du coût que cela engendre. Mais nous avons de nombreux outils financiers auxquels nous nous adossons. Le programme Habiter mieux de l'ANA qu'abonde aussi le conseil départemental dans le cadre du contrat local d'engagement. Le conseil régional d'Île-de-France qui porte le dispositif du fonds du FSATME, fonds social d'aide aux travaux pour la maîtrise de l'énergie, donc le Conseil régional d'Île-de-France. Nous avons aussi la SEM, la Société d'économie mixte, je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous de la SEM Énergie Positive, qui est un des dispositifs auxquels on s'adosse, notamment pour le financement de la rénovation des copropriétés de plus de 50 lots. Il y a bien sûr le CIPEREC qui propose un dispositif, je ne sais pas si M. Barretou pourra en parler tout à l'heure, mais voilà, auquel nous nous adossons, et d'autres dispositifs qui existent comme le microcrédit habitat porté par le Crédit municipal de Paris, et je sais que peut-être que Sandra interviendra sur cette question-là. Pour que ça fonctionne, il faut des repéreurs bien formés, bien sensibilisés. Donc, il s'agit pour nous, bien sûr, des CCAS, mais aussi, nous pensons à toutes les associations locales parce que nous posons l'hypothèse que parmi ces ménages modestes, et l'étude que nous avons menée le montre, il y a un nombre important de ménages qui pensent qu'ils n'ont droit à rien, donc qui ne viennent pas voir les services sociaux ou qui ne s'adressent pas au CCAS. Et donc, il y a un vrai travail de repérage et d'identification à faire. Donc ça, c'est tout à fait important pour l'ALEC qui veut s'engager dans un projet. Je pense que là, il y a une vraie réflexion à mener, y compris sur les petits propriétaires occupants ou les personnes âgées handicapées. On s'adosse bien sûr au guichet unique, j'en ai déjà parlé. Et un autre élément tout à fait important, c'est les professionnels du bâtiment et de la construction, puisque pour pouvoir bénéficier de toutes ces aides, il faut être reconnu, avoir le label RGE. Bon, je sais que c'est pas un vrai label, mais pour simplifier. Et bon nombre de petites entreprises, en particulier, la particularité du Val-de-Marne, c'est d'avoir un tissu de très petites entreprises très importantes qui sont souvent composées d'un ou deux employés et qui n'ont pas forcément l'opportunité ou la facilité d'accéder à cette reconnaissance RGE. Et donc, nous travaillons avec un réseau des éco-acteurs qui, au jour d'aujourd'hui, actuellement, est toujours porté par le conseil départemental. Mais là aussi, c'est des choses qui vont bouger très rapidement. Et ce réseau des éco-acteurs nous permet d'accéder facilement à ces entreprises, de les former, de les sensibiliser. Et notre rêve, c'est d'arriver effectivement à construire aussi un réseau d'acteurs et d'entreprises qui puissent proposer des packages d'intervention, qui fait le toit, qui rénove les fenêtres, qui rénove la chaudière, etc., de façon à faciliter l'accès pour les ménages. Donc la plateforme, c'est tout ça. Donc avec la partie effectivement évaluation qui est tout à fait importante pour nous et qui ne figure pas, qui n'est pas indispensable dans le SLIM, mais qui nous paraît nous complètement indispensable. Ça, c'est totalement illisible, j'en ai conscience, mais ce que je vous propose, c'est que quand vous aurez la présentation dans vos clés USB, vous pourrez plus facilement comprendre. En fait, ce schéma montre la plateforme à plusieurs niveaux, montre comment et en quoi les dispositifs sont agrégés et dit aussi qui porte les dispositifs, puisque le conseil départemental ne porte pas l'ensemble des dispositifs. Donc vous voyez qu'il y a l'élément diagnostic et évaluation qui est tout à fait important pour nous. Et je termine, et j'ai presque rattrapé le retard. Quelles sont les questions, parce que je me suis mise dans la perspective pleine commune réfléchie, quelles sont les questions auxquelles qu'il faut se poser peut-être et qui pourraient nous aider ensemble à réfléchir.
Moi, ce que je me dis, c'est que la nouvelle organisation territoriale où la loi NOTRe repositionne l'ensemble des acteurs, mais ne va pas supprimer le phénomène. Donc, il s'agira bien de partager, quelles que soient les expériences, de les partager et de les faire connaître. Des moyens importants sont déployés, mais il faut effectivement trouver les financements et en assurer la continuité. Marie a parlé très justement des certificats d'économie d'énergie. Je voudrais simplement attirer votre attention au niveau de Plaine Commune, mais vous le savez déjà que c'est pas le tout de le dire, mais que ça relève de l'exploit que d'arriver à les mobiliser, que c'est très coûteux, que les opérateurs et les acteurs qui nous aident à récupérer ces C2E, la démarche n'est pas gratuite pour les collectivités qui souhaitent les récupérer. Donc je pense que là, les réseaux comme le réseau Rappel ou Leclerc ont un vrai travail peut-être à poursuivre. Je sais que vous l'avez fait de façon forte, mais à poursuivre et de nos côtés aussi pour que un contre-lobbying soit fait, je le dis aussi directement, de façon à ce que on puisse obtenir une facilitation de l'accès à ces C2E quand on mène des actions de service public destinées à un public en situation de précarité et en situation de difficulté, des ménages modestes. J'ose dire ici, et je sais que j'ai la caméra qui me pointe, et c'est donc redoutable, qu'il y a là un vrai scandale contre lequel on doit collectivement agir de façon à ce que ces C2E reviennent à qui de droit, c'est-à-dire aux ménages en situation de précarité énergétique. Et je suis ravie de voir que le législateur a pris en compte cette dimension, et je crois qu'on a à agir pour que ce soit effectivement le cas jusqu'au bout. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a de nombreuses pistes à explorer, notamment l'autoréhabilitation accompagnée, parce que quoi qu'on en dise, les sources de financement vont diminuer. Je pense aussi que la réforme territoriale, elle va se faire dans la douleur et à travers la diminution des sources de financement, et que tout ce qu'on espérait pouvoir injecter les uns et les autres, on ne pourra plus le faire, et que peut-être que la solution viendra à travers ce que nous propose en particulier le Crédit municipal de Paris, à travers donc l'autofinancement aussi, via des sources de financement que sont le microcrédit, qui ne sont pas accessibles complètement à tout le monde, mais qui sont quand même largement plus accessibles que les pseudo-prêts à taux zéro que les banques rechignent à distribuer. Donc voilà. Que l'autoréhabilitation accompagnée, si elle est bien accompagnée, peut être tout à fait une source intéressante pour des ménages modestes. Et que là aussi, on a peut-être des pistes intéressantes en tant que collectivité à soutenir et qu'il faut en trouver d'autres. Nous avons longuement cherché du côté des financeurs européens. Nous avons longuement cherché. Et je voudrais dire, parce que le département de Seine-Saint-Denis, que je connais bien pour y avoir travaillé longtemps dans une vie professionnelle antérieure, va porter la COP21. On dit que c'est la COP21 à Paris, mais en fait c'est au Bourget que ça va se passer. Et que je trouve que ça nous donne à tous une très très belle opportunité pour ne pas en rester là et pour trouver de nouvelles idées riches. Et Satanas, je perds du temps, donc je rends le micro. Vous êtes notre invité extérieur, donc profitez-en. Je me tourne vers Daniel Amat qui doit ranger ses chaussures à l'intérieur. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est très intéressant. Il y a une petite question en passant, la visite à domicile du coup, les personnes qui ont été recrutées pour faire les visites à domicile, comment, sur quel profil, comment ça se passe en quelques minutes, si vous pouvez nous préciser ça. 12 jeunes en contrat d'avenir, donc avec un financement État donc à hauteur de 75% et 25% du conseil départemental. Nous avons pris le parti de recruter des jeunes issus des 3 territoires expérimentaux en nous basant sur l'hypothèse que parce qu'ils sont des territoires, ils les connaissent bien. Nous avons fait un recrutement extrêmement diversifié pour prendre en compte la diversité culturelle et de compétences langagières. Nous avons travaillé de façon très importante, et ça aussi c'est très, je pense qu'il faut le prendre en compte, très en amont du recrutement avec les missions locales, de façon à pouvoir participer à ce que les missions locales appellent le programme d'orientation professionnelle, pour sensibiliser les jeunes avant même qu'ils n'arrivent, pour qu'ils soient tout à fait au clair avec ce qui les attend. Les commissions de recrutement ont lieu en décembre 2014. Nous avons dû un peu différer, le recrutement, puisque nous avons un petit peu de mal à débaucher Quentin, puisque la collectivité à laquelle il appartenait précédemment ne voulait pas nous le rendre aussi vite que nous l'aurions aimé. Ils sont arrivés le 1er avril, ils sont 12, ils sont toujours là, ils
ils sont super motivés. Et nous nous sommes adressés, et Julie Solène est présente aussi, au programme de formation porté par l'IDEMU et la Croix-Rouge. Et nous avons largement complété cette formation, puisqu'ils ont été en formation en tout et pour tout 3 mois. Et que nous nous disons, c'est des contrats de 3 ans. Et nous pensons que du coup, c'est presque un apprentissage. Je pense que si la loi NOTRe fixe 500 000 rénovations de logements à faire d'ici 2020, je crois, si on veut y arriver, il faut forcément des gens. Et je me dis que quelque part, il y a quelque chose de l'ordre d'un nouveau métier qui est en train de se construire. Je viens du champ social, donc je sais que d'autres métiers se sont construits comme ça. Et je me dis qu'on a peut-être là aussi quelque chose à dérouler, à détricoter autour d'un vrai parcours de formation qualifiante. Et je pourrais vous en dire plus quand vous voudrez, mais là, je crois qu'on n'a pas le temps. Oui, on fera un temps de débat et on est un tout petit peu en retard. Donc j'ai demandé à Aminata de nous présenter rapidement, en 3 minutes 32, les 2 outils qui sont déjà dans vos pochettes. On y reviendra, mais l'idée, c'est justement d'inventorier déjà ce qui existe et de regarder avec qui on peut travailler sur quoi. Alors, donc, l'ALEC en tant que centre de ressources, nous avons travaillé sur un tableau qui cartographie tous les acteurs et tous les dispositifs, tous les acteurs sur le territoire déjà, et tous les dispositifs qui existent, les dispositifs nationaux. Donc là, c'est les tableaux des acteurs. Donc, la question, c'est de faciliter. L'objectif, c'est de faciliter aux partenaires, aux bailleurs sociaux, aux collectivités, avant la mise en place de la plateforme et l'appropriation de la mission de la précarité énergétique au sein des collectivités. Donc, la question qui se pose, c'est de se demander qui fait quoi, à quel moment. Donc, ce tableau permet de voir permet de trouver une solution à partir d'une question sur le curatif ou sur le préventif. Donc là, on a listé, j'ai pas toute la liste sur ce tableau-là, mais vous avez dans votre document la liste de tous les acteurs que l'ALEC a rencontrés qui travaillent sur la lutte contre la précarité énergétique, que ce soit sur la partie curative ou sur la partie préventive. Par contre, sur la partie prévention, nous n'avons pas beaucoup d'acteurs. On voit qu'il y a beaucoup de cases vides et c'est la question qui se pose aujourd'hui et ça sera l'objectif des groupes de travail. Les questions qui se poseront seront comment mieux prévenir. Voilà. Donc j'ai aussi travaillé sur un récapitulatif de tous les dispositifs qui existent. Donc là, je vous en ai mis quelques exemples. L'idée, c'est de se dire, il y a des choses qui existent. Comment on peut mieux les travailler, comment on peut les contextualiser sur notre territoire. Donc vous avez dans votre document la liste des récapitulatifs des dispositifs existants et de tous les acteurs qui travaillent sur notre territoire sur la mission de la lutte contre la précarité énergétique avant la mise en place de notre plateforme et avant l'appropriation de la précarité énergétique des collectivités territoriales. Là, on est sur des documents de travail, mais je connais le travail d'Aminata en backstage. Des tableaux comme ça, il y en a des pages et des pages. C'est-à-dire que là, on a mis un court extrait, mais on a les contacts, qui fait quoi, à quel moment, comment ça se passe, comment les CCAS peuvent les utiliser, comment on monte un dispositif éco-geste. Enfin là, il y a des tonnes et des tonnes de pages. On voit bien que la complexité de l'ensemble n'est pas immédiatement atteignable auprès, je sais pas, d'un CCAS qui veut faire une démarche ou d'un bailleur social qui veut faire une démarche. L'ALEC est là pour, effectivement, en centre de ressources, concaténer toutes ces informations et les mettre à disposition des partenaires et accompagner les porteurs de projets de démarche de lutte contre la précarité dans leurs actions, que ce soit le repérage, les éco-gestes, le petit matériel, la rénovation. C'est ça l'intérêt. Donc là, c'est une brique de travail qui nous semblait essentielle avant de démarrer, c'est de savoir qui fait quoi, à quel moment et pour combien. Des pages comme ça de tableau, il y en a quelques-unes. J'excuse ceux qui ne sont pas sur le tableau extrait là, ils sont sur le tableau général. Tant pis pour EDF qui n'est pas sur le tableau sur le PowerPoint, mais qui est sur le tableau général. Et tant mieux pour Engie qui est là. Et voilà, très bien.